réveille-toi. Réveille-toi, tu dois ouvrir ton cœur, parce que c'est ça. On ouvre le cœur de mon fils pendant plusieurs jours. Il a le thorax ouvert. Et c'est là que l'enfant est quelque part un éveilleur de conscience. Il me dit, mais ouvre ton cœur. Célébrer la vie, je trouve que c'est beau. Regarder nos ancêtres et les remercier pour la vie qui a été transmise jusqu'à nous. Et le fait d'aller explorer notre arbre généalogique et de libérer ce qui doit l'être, ça va nous apporter un souffle à nous. Tous les enfants sont intelligents, mais beaucoup d'enfants sont encore sur leur cerveau droit, donc le cerveau créatif, intuitif. L'école, elle veut tellement rapidement du cerveau gauche. Voilà, je me réjouis de voir les adultes qui seront demain, parce qu'il y aura beaucoup plus de conscience. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre, tout droit venue de Genève, comme on dit. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne sais pas s'ils le disent comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très content de l'accueillir sur ces canapés. C'est Mireille Durig qui est avec nous. Bonjour Mireille. Ravie d'être ici, Ça bonjour va Marc. Très bien, merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Première question, comment va la famille ? La famille va bien. Oui. Les enfants vont bien ? Les enfants vont bien, mais ils sont grands, ils vont bien. Ils vont grands, bah oui, mais C'est toujours les enfants. Ça reste vos bébés. Tout à fait. Même si évidemment ils sont maintenant adultes. On va parler de votre spécialité, kinésiologue évidemment, et les constellations familiales. Et vous avez regroupé les deux et vous en avez fait une kinéessence. Oui. C'est comme ça ? Kinéessence, c'était le mot qui m'est venu quand j'ai créé mon cabinet il y a 25 ans. Ouais. C'est vraiment, il y a toute une histoire. Kinéessence, c'est la kinésiologie plus l'essence. L'essence, c'est vraiment le côté spirituel, aller chercher notre essence, mais ça va être aussi l'essence du bois, puisque mon cabinet, il est sur la menuiserie de mon mari, donc on va travailler quelque part le bois en kinésiologie d'une autre façon. Et puis, comme moi en kinésiologie, je travaille beaucoup avec l'arbre généalogique, c'était aussi une jolie référence. Et puis dans kinéessence, il y a naissance, et la naissance est une de mes thématiques aussi, puisque j'ai écrit un livre là-dessus. Exactement, voilà. Et on va les présenter, vos livres, dans un instant. La gémellité symbolique, on va parler évidemment des jumeaux. Des jumeaux au sens large, bien sûr, parce qu'il peut y avoir les vrais et les faux jumeaux. Mais on va voir aussi cette histoire qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a un combo chez vous, total. Kinésiologie, certes, constellation, arbre généalogique, transgénérationnel, avec l'histoire de votre grand-mère, etc., etc. Il y a plein de choses et tout concorde. Exactement. Tout m'amène là où j'en suis, en fait. Ouais. J'ai pris plusieurs chemins, puisqu'au tout début, j'étais enseignante, en sachant que ce n'était pas vraiment mon chemin, en tout cas la destination finale, on va dire comme ça. Anglais et musique. Hein. Anglais et musique est quand même une combinaison un petit peu particulière, mais qui m'a permis... C'est vraiment étonnant, ça. Qui m'a permis, quand j'enseignais l'anglais dans les mêmes classes que la musique, d'avoir une vision cerveau gauche très cadrée, comme ça, très cerveau gauche et scolaire, et dans la musique, quelque chose de plus artistique. Puis, en fait, je me rends compte qu'il y a toujours chez moi cette complémentarité, en fait, cerveau droit, cerveau gauche. Ouais. Et maintenant, la kinésiologie et les constellations, ça se complète aussi admirablement bien. Donc, voilà, tout concorde. Mais déjà, à l'époque où vous étiez prof, on va dire ça, vous étiez prof, mais vous vous occupiez particulièrement des enfants qui avaient des difficultés. Non, j'étais enseignante d'anglais et de musique à les adolescents. J'avais cette sensibilité. Je me disais, mais pourquoi il y a des enfants, enfin, il y a des ados qui devraient réussir mieux que ça. J'avais déjà cet appel à trouver des solutions pour ces enfants-là. Qui ne suivaient pas. Qui ne suivaient pas ou qui étaient en difficulté. Qui étaient un peu en difficulté. Et puis, c'est vrai qu'au bout de quelques années, quand j'ai commencé ma formation de kinésiologie, mais j'avais déjà presque 40 ans, j'ai discrètement quitté l'enseignement traditionnel pour monter un projet pédagogique autour des difficultés d'apprentissage et du brain gym et de la kinésiologie. Et puis, au moment où j'ai fait paraître mon premier livre, j'ai totalement quitté. Parce que c'est la naissance de vos jumeaux qui va tout chambouler. Ça va tout chambouler, même si en arrière-fond, effectivement, il y a déjà un terrain un petit peu comme ça de fragilité familiale avec une maman qui est bipolaire et tout ça. Mais effectivement, la maternité, ça fait quand même un éveil de conscience. Et puis, je ne m'attendais pas à avoir des jumeaux parce que voilà, alors c'était là. Enfin, vous pensiez, en tout cas, lorsqu'on vous annonce que vous avez des jumeaux, vous pensiez que ça ne pourrait pas vous arriver parce que, soi-disant, dans votre famille, vous n'aviez pas connaissance d'autres en tout cas, peut-être que j'avais eu cette info, mais de façon très lointaine dans le temps, et sans me dire ça va m'arriver un jour. Effectivement, ce qui est assez marrant, c'est que j'annonce à mes parents et à mes beaux-parents que je suis enceinte le jour de mes 30 ans, et 15 jours après, le jour de l'anniversaire de ma maman, je découvre que j'ai des jumeaux. Et voilà. Et donc, une grossesse magnifique, un accouchement magnifique.
Tout se passe bien. Césarienne? Du tout. Parfait. Génial, vraiment. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et à 5 semaines de vie, un de mes garçons, Gilles, décompense. 2 arrêts cardiaques. Voilà. Donc il y en a un des deux qui ne va pas bien. Un des deux qui décompense. Et il est emmené à l'hôpital universitaire à Lausanne. Et on nous dit, d'abord, on ne sait pas s'il va passer la première nuit. Voilà. D'abord, il fallait s'arranger aussi pour laisser l'autre. Par chance, j'avais mes beaux-parents juste à côté. Et le jour d'après, ils nous disent, OK, on a découvert la pathologie, on a déjà sauvé un enfant comme ça, il y a 3 mois, venez le voir. C'était un peu le même profil, un petit garçon de 5 semaines. Et donc, c'est le 2e enfant qui sauve en Suisse de ça. Et dans cette histoire, à la fois qui fait l'effet d'un tsunami, il y a eu un miracle, parce que lorsque... pendant l'opération, ils mettent le processus de circulation extracorporelle, et il y a un moment, ça doit revenir dans la circulation normale, et à ce moment-là, on entend Florian, quand on était à la maison, qui fait une respiration qu'un enfant de 5 semaines ne fait pas. Et là, on comprend que, en fait, c'est Florian qui respire, et qui redonne l'élan. À son frère. Qui redonne l'élan à son frère. Wow. Ouais, c'est un Mais truc... tout de suite, vous avez eu ce réflexe-là, à comprendre ça? Je ne peux pas dire parce qu'on est tellement assommés, mais quand même, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe de fort. Et quand on recoupe l'heure à laquelle on a... Parce que mon mari avait déjà téléphoné peut-être une demi-heure avant, puis on lui avait dit non, c'est pas terminé l'opération, vous pouvez retéléphoner dans un moment. Et puis en recoupant, on s'est dit oui, c'est ça. Et quand on leur racontait à Gilles, à Florian, quand ils étaient petits, leur histoire, ils se mettaient à pleurer parce que c'est la complicité gémellaire qui nous dépasse complètement. Et... Voilà, elle a existé dans notre salon et on voyait très bien que quand on amenait Florian auprès de Gilles, on voyait que les rythmes cardiaques s'apaisaient. Voilà, c'est leur histoire. Beau, hein. C'est magnifique parce qu'en plus, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est dans cette histoire gemellaire, ils sont déjà en vie intra-utérine. Ils connaissent déjà cette histoire-là. Ils savent, la pathologie de Gilles cette malformation s'est mise en place vers le 40e jour. Donc, ils savent, ils connaissent leur histoire et ils viennent pour la réparer, pour... faire avancer l'histoire. Alors, oui, effectivement, parce qu'il y aura des soins intensifs pendant 3 mois. Hein. Oui, quand même. Donc, c'est quand même assez lourd. Il sera sous oxygène 24 heures sur 24. Alors, quand il revient à la maison, 3 mois. Encore 3 mois d'oxygène, Et puis, c'est vrai qu'on est rentré à la maison. D'abord, on était très heureux que l'opération ait réussi, que ça aille toujours vers le mieux. Mais ils ne savaient pas nous dire, est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, un jour un pacemaker, est-ce qu'il y aura une rechute ou quelque chose. Une rechute. Alors, il y a eu une sorte de rechute, pas sur cette pathologie-là, mais on a découvert vers 11 ans qu'il avait une autre pathologie cardiaque. Il fait des extrasystoles ventriculaires, qui a nécessité des bêta-bloquants pendant un certain temps. Puis, arrivé à l'âge adulte, il a décidé qu'il n'avait plus besoin de ça et qu'il gérait lui-même. Alors oui, c'était assez intense. Donc, quand on est rentré à la maison, c'était encore 3 mois avec les bonbonnes d'oxygène. Donc, la poussette de jumeaux, la bonbonne d'oxygène, c'est assez particulier. Ça veut dire que Florian, il est rentré à la maison sans son frère, au départ. Oui, mais ils avaient eu 5 semaines de vie quand même, ensemble à la maison, depuis leur naissance jusqu'à... Oui. Est-ce que lorsque son frère, Gilles, rentre, lui, cette fois-ci, après l'opération où tout va bien, est-ce qu'il y a un comportement différent de Florian à ce moment-là? Non, vous n'avez rien remarqué de particulier? Soit j'efface les souvenirs, voilà, non, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Par contre, ce qui est arrivé à Florian, et le pédiatre m'a éveillé à ça. Florian, à l'âge de 7-8 ans, je ne sais plus exactement, mais quelques jours avant son anniversaire, il a avalé un Lego qui lui a descendu dans la trachée. Et il a dû être aussi hospitalisé, héliporté d'abord, hospitalisé, récupérer le Lego. Par chance, le Lego s'était vraiment mis dans le bon sens. Donc c'est vraiment quelque part j'ai envie de dire presque un jeu, le terme est mal nommé, mais une histoire de gémellité. L'air de dire Florian, mais j'existe aussi, regardez-moi aussi, et je vais vous raconter une petite histoire, pas trop grave, mais quand même. Alors on va voir ensuite ce que tout cela va déclencher, parce que vous allez faire des recherches, vous allez étudier des tas de choses, vous allez faire votre arbre généalogique, vous allez voir et explorer le transgénérationnel, comme on dit, et vous allez encore découvrir des choses incroyables. Aujourd'hui, ils vont très bien. Ils ont plus de 30 piges chacun, dont un qui est papa, donc tout va très bien. Tout va très bien. C'est parfait. Et alors, ils sont, vous parlez de cette complicité extraordinaire. Oui, je crois qu'elle existe.
existe chez presque tous les jumeaux. Moi, j'ai rencontré des jumeaux qui ne s'entendaient pas très bien, hein, mais... Ça existe, hein, les jumeaux Ça existe, et je pense que c'est très, très douloureux pour les parents, parce qu'il y a quand même un fantasme dans la gémellité, qu'il soit vrai ou faux jumeaux. Il y a comme un fantasme, ça devrait être super, mais en fait, d'abord, des faux jumeaux, c'est comme un frère et une sœur. Les vrais jumeaux, ben voilà, dans notre histoire, c'est des vrais jumeaux, mais chacun a une histoire complètement différente. Qu'est-ce que Gilles vient vivre dans cette incarnation auprès de son frère, et qu'est-ce que Florian vient vivre auprès d'un frère qui va prendre beaucoup de place. Est-ce que vous avez répondu à cette question? Non, c'est une part de mystère. Je veux dire, ils ont choisi de s'incarner, ils viennent réparer des histoires karmiques ou je ne sais pas quoi, mais non, je pense qu'on... Et puis, il faut laisser la part de mystère. Ouais. On peut juste observer, voir qu'ils font des choix de vie. Certaines rencontres changent une vie, certaines expériences aussi. ABC Talk revient à l'île de la Réunion pour 2 jours, un vrai tournant, une aventure humaine avec 3 expériences, 3 façons de transformer votre vie. Commençons par le samedi 14 novembre avec Myriam Facio et Chanaël Munier, les constellations intégrales pour libérer enfin vos mémoires familiales liées à l'argent, à la réussite et à l'abondance, pour changer enfin votre rapport au succès. Le samedi soir, c'est un duo, le duo de l'invisible avec Alexandra Gabriel et Aaron Vial. Ils sont tous les 2 médiums quand la médiumnité rencontre la numérologie et les contacts défunts, où chaque instant peut devenir personnel. Et puis dimanche 15 novembre, la puissance du Quantum Self-Healing avec Fabien Lefebvre. Il sera question d'activer vos clés quantiques. C'est l'une des expériences immersives physiques les plus intenses. Vous repartirez plus clair, plus aligné, plus puissant. ABC Talk installe également son studio télé à La Réunion. Si vous êtes donc thérapeute, coach, praticien, accompagnant de vie, vous allez pouvoir vous aussi vous installer dans les canapés d'ABC Talk et tourner votre propre émission qui sera ensuite montée et diffusée à l'international sur l'ensemble de nos réseaux avec plus de 30 millions de vues chaque mois. Vous l'aurez compris, c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure pour la seconde fois. ABC Talk à La Réunion en 2026, novembre 2026. Vous allez vivre l'intensité, découvrir l'authenticité, expérimenter l'essentiel. Infos et réservations, abctalk.fr. J'ai fait une émission, il y a très peu de temps d'ailleurs, avec une personne qui s'est aussi spécialisée dans l'accompagnement auprès des jumeaux et des jumelles, et qui elle-même, l'étant, nous disait à quel point elle a souffert de la présence de sa sœur, qui prenait tout le temps le lead, comme on dit, qui prenait tout le temps le dessus sur elle. Est-ce qu'il y a eu ça avec Gilles et Florian ? Ça a été peut-être par moment. On voit Gilles quand même, c'est celui qui j'ai envie de dire, qui a plus de défis initiatiques et qui va initier quand même souvent. C'est lui qui est devenu papa en premier. Voilà. Il n'a pas eu de jumeaux. Non, il n'a pas eu de jumeaux. Il n'a pas eu de jumeaux, c'est sûr. Il n'a pas eu de jumeaux. Ouais. Mais voilà, mes garçons sont des vrais jumeaux avec des histoires différentes. Donc, il faut vraiment remettre chacun à son histoire. Ils ont leur personnalité. Oui, ils ont quand même leur personnalité, mais... Oui, ils ont quand même leur personnalité. Alors, on dit toujours qu'il y en a un qui est plus cerveau droit, l'autre plus cerveau gauche, un plus créatif, l'autre plus logique, un plus un suiveur et l'autre un leader. Et puis, par moments, ça joue un peu avec ça. Il y a une grande question, vous qui avez été prof, il y a une grande question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on doit mettre des enfants jumeaux dans la même classe ou pas ? Alors d'abord, je dirais en tant que maman, il faut être très pragmatique. Hein ? Ça, c'est règle numéro 1. On ne va pas se compliquer la vie, c'est déjà assez challengeant. C'est sûr. Nous, on avait l'école juste en face de chez nous, donc c'était hors de question qu'on en déplace un. Et je trouve que c'est aux parents à répondre ça. Alors nous, on est dans un mode scolaire en Suisse où on peut choisir, en tout cas dans mon environnement proche, on peut choisir, je ne sais pas dans d'autres villes, et je pense que c'est aux parents de décider. Ce qui est important, c'est que... Vous les avez laissés en tout cas ? Je les ai laissés jusqu'à l'âge de 10... Il y a un moment où ils allaient de toute façon être séparés vers 10-11 ans, comme ça, et c'est très bien, mais quand ils sont tout petits... Eux, ils avaient déjà vécu quelque part l'épreuve de la séparation suffisamment pour ne pas en rajouter. Pour pas en rajouter. Après, le rôle des parents, c'est vraiment de dégémelliser, en tout cas de ne pas favoriser une gémellisation à outrance qui ferait que, quand on a des vrais jumeaux, on les habille la même chose, etc. C'est drôle. On les appelle, oui, ça peut être, c'est mignon, c'est sûr. On les appelle les jujus, on dit les jumeaux. Non, ça ne va pas. Ou on choisit, je ne sais pas, un prénom comme Lucien, Lucienne. Non.
un peu de conscience quand même, c'est 2 êtres à prendre en compte de manière individuelle. Mais pourtant, 10 ans, c'est tôt pour cette séparation scolaire. Alors oui, ils étaient dans le même, si vous voulez, dans le même bâtiment, dans des classes parallèles. Dans des classes parallèles, donc tout allait très bien. Bon. Alors, évidemment, vous vous êtes questionné. Et pourquoi j'ai des jumeaux visiblement, à votre connaissance, assez, on va dire, sans confirmation officielle, vous n'aviez pas d'informations qui vous permettaient de dire c'est normal, j'ai des jumeaux, parce que dans le transgénérationnel de mon histoire, dans ma lignée, il y a d'autres jumeaux. Vous n'aviez pas cette information. Alors, j'avais cette information, mais de façon très lointaine. Je savais que pour ma sœur aînée, il y avait une jumelle, ce qu'on appelle une jumelle perdue, une jumelle évanescente. On l'a su, elle est née en 1962, ma sœur, parce qu'elle avait une malformation, elle avait le cordon autour du poignet est tellement serré qu'ils ont analysé, ils ont dit peut-être que le poignet va tomber. Et donc, ils ont analysé le placenta, ils ont pu dire à notre maman qu'il y avait des jumeaux, enfin des jumelles. Donc, on avait cette information, mais je veux dire, après, à la naissance de mes garçons et avec ce qui s'est passé, j'avais autre chose à faire. Autre chose à penser. C'est sûr. C'est vraiment quand ils ont eu 8 ans que j'ai commencé la kinésiologie que tout d'un coup, je me suis dit, un peu sur l'impulse de mon ostéopathe, qui lui-même était kinésiologue, m'a dit, mais tu dois aller regarder quelque chose chez ton arrière-grand-mère maternelle, il y a quelque chose. Et là, parce que j'étais prête, je téléphone, je demande une information, et là, on me dit, ah, mais tu sais pas, ton arrière-grand-mère, elle a eu des jumeaux. Ils sont décédés l'un après l'autre. Ils sont décédés l'un après l'autre. À 4 mois de vie. Ouais. Il y a 88 ans d'écart. Oui, il y a 88 ans. Moi qui aime bien les chiffres, je trouve que ce chiffre 8... Le 8, moi aussi, c'est mon chiffre, j'adore. Il est assez marrant quand même. Hein. Alors oui, cette arrière-grand-mère, il faut mettre dans le contexte, et c'est ça que je trouve qu'en écrivant ces livres, j'ai pu quelque part terminer cette histoire, comme réparer, la reconnaître. Elle donne naissance à ses jumeaux, un garçon et une fille, en 1905. En 1905, donc vraisemblablement, elle ne se doutait pas qu'elle attendait des jumeaux, donc elle accouche du premier. On lui dit poussez, enfin, elle accouche à la maison, elle se rend compte qu'il y en a un deuxième. Et 4 mois après, 4 mois de vie, le petit garçon décède et la petite fille décède 2 jours après. Et donc, comme dans cette histoire gemellaire, la petite fille, c'est comme si, enfin, elle disait, je ne peux pas vivre sans mon frère jumeau, quoi. Et donc, ça fracasse, mais c'est une femme qui va se mettre debout, qui va continuer à avoir des enfants. Et on va voir, et c'est là que je vais amener toute cette histoire, je vais comprendre toute cette histoire de gémellité symbolique, parce qu'en fait, l'enfant d'après va naître un 8/8/1908. Mon Dieu, si ça, c'est pas un signe. C'est pas un signe. Va reprendre, c'est une petite fille qui va s'appeler André, et le garçon s'appelait John André. Donc, il y a une répétition volontaire, parce que le deuil ne peut pas être fait, c'est normal. Mais l'inconscient de la date de naissance, je trouve ça génial. L'enfant d'après s'appelle Maurice. Moi, dans Maurice, j'entends la mort. Né un 29 janvier. Et le 29 janvier, c'est un jour près de la Saint-Thomas. Il y a 2 Saint-Thomas dans le calendrier. Il y a le 28 janvier et le 3 juillet. Donc, autour de ces dates-là, il y a quand même une petite imprégnation de gémellité. Donc, il naît un 29 janvier. Donc, vous voyez, les enfants d'après. Puis après, il y a ma grand-mère. Et c'est elle qui va récolter, en fait. C'est comme si elle arrive la dernière et ça va transiter au travers de ma maman qui va être porteuse d'une grossesse gemellaire non aboutie. Et ensuite, je récupère. Incroyable. Et je transmute tout ça parce que autant comme cette arrière-grand-mère, elle doit vivre le drame, mais elle a une époque où il n'y a pas de psychothérapie. C'est sûr. Juste, voilà, je fais face à ça, je reste debout, je fais au mieux. Et quelque part, moi, j'ai de la chance que cette histoire, elle tourne bien. Moi, je vis le miracle que presque l'un sauve l'autre. Même si je ne dois pas enfermer Florian dans ce rôle de sauveur, hein, c'est au-delà, mais il y a vraiment une complicité qui fait que Gilles fait le choix de redire oui à la vie. Son papa lui avait dit la première nuit, Gilles, si c'est trop dur pour toi, tu peux t'en aller. Alors moi, je m'accrochais, non, surtout pas. Pour une fois que j'ai un cadeau de la vie, surtout pas. Moi, je veux garder mes 2 enfants. Et mon mari avait eu ce courage-là. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que dans l'histoire de votre arrière-grand-mère, dans l'histoire de votre grand-mère, de votre mère, ça ne se termine pas bien. Oui, ça ne se termine pas bien. Ça se termine, effectivement. Et tout d'un coup, tac, on arrive à... Et vous arrivez. Mais ça démarre mal, aussi, chez vous. Alors, ça démarre d'abord très bien. Pendant la grossesse, j'étais hyper confiante. Accouchement, hyper confiante. J'étais vraiment sur mon petit nuage. Parce que... Enfin,
jusque-là, j'ai envie de dire, la vie, elle a été quand même un petit peu, fracassante. J'avais une maman bipolaire, c'est quand même pas un terreau des plus fertiles, des plus sympathiques. Et donc là, la vie, elle me faisait un grand cadeau d'avoir ces enfants. Et alors oui, je passe une épreuve initiatique. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Réveille-toi. Réveille-toi, tu dois ouvrir ton cœur. Parce que c'est ça. On ouvre le cœur de mon fils pendant plusieurs jours. Il a le thorax ouvert. Parce qu'autrement, si on referme complètement, ça étouffe le cœur. Donc, le message, et c'est là que l'enfant est quelque part un éveilleur de conscience, il me dit, mais ouvre ton cœur. Et c'est là que, voilà, je comprends que quelque part, j'avais déjà semé les graines de « je vais devenir thérapeute ». La médecine fait des choses extraordinaires. Oui, bien sûr. On parle évidemment souvent ici de médecine complémentaire, parallèle, mais la médecine de base fait des choses extraordinaires. Bien sûr. Elle a sauvé votre fils quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, la question que je me dis, c'est que comme aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans, et que Gilles a vécu ce traumatisme, on parle souvent de choses qui sont engrammées dans notre corps, dans nos cellules, dans notre histoire, dans notre ADN. Qu'est-ce qu'il retient, lui ? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose chez lui, dans sa personnalité, dans son comportement, dans ses relations aux autres, dans sa relation avec son frère ? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a été impacté par cet épisode de vie de départ ? Je pense que Gilles, c'est devenu un garçon qui est très sage, qui a une sagesse. D'ailleurs, quand on lui a découvert vers 11 ans des extrasystoles ventriculaires, qui sont les mauvaises extrasystoles, celles qui peuvent s'arrêter au bord du terrain, comme je dis, et qui ont nécessité des bêta-bloquants. Et moi, je suis plutôt petite granule homéopathique. Et je dirais, c'est quand même embêtant, ces bêta-bloquants. Il m'a dit, Gilles, mais maman, il y a un problème ? Je lui ai fait, non, pas vraiment. Il fait, pourquoi t'en fais un ? Parce que vous êtes une maman. Pourquoi j'en fais un ? Et donc, lui, il a eu cette sagesse, il a dit, OK, je prends mes bêta-bloquants, et quand je sens que je peux faire autrement, je fais autrement. Je ne sais pas, il a je pense que cette conscience du corps, de ses possibilités, de ses limites. Il sait très bien qu'il est très sensible au froid, donc il va pas aller au-delà de ce que son cœur lui permet, ou il va pas se mettre en danger. Ouais. Alors, mais je crois qu'il a profondément foi dans la vie, quoi. Et je me souviens avoir été une fois à Genève, il y a un endroit qui s'appelle le bain des Paquis. Oui, tout à fait. Je suppose que ça n'est pas là où il va. En plein hiver, quand on plonge dans le lac, tout à fait. qui est d'un froid incroyable, on remonte et ensuite on va se mettre dans un sauna, et on prend un vin chaud dans la foulée, je crois, un truc comme ça, ou alors on peut aller manger sur place. C'est pas le genre de choses qu'il va faire. Non, c'est pas le genre de choses qu'il peut faire, effectivement. On évite de faire ce genre de truc. Exactement. Évidemment. Donc, cet épisode, en tout cas, c'est l'accumulation de tous ces épisodes de vie qui vous amènent à être la thérapeute que vous êtes aujourd'hui ? Oui, je pense qu'à la naissance de mes garçons et de vraiment cette traversée quand même bien fracassante, même si ça se termine bien, vient ensuite 2 ans après le suicide de ma maman. Donc là, je me dis, quand même, il faudra un jour ou l'autre faire quelque chose. Après, j'ai la naissance de ma fille qui, elle, va naître par césarienne parce qu'elle a un cordon autour du cou. Donc ça m'a aussi quelque part... Ça fait beaucoup. Autant comme je m'étais dit, OK, j'ai accouché de jumeaux super génial, autant comme la naissance de ma fille qui finit en césarienne d'urgence, je l'ai un petit peu mal vécu quand même. Une petite claque pour l'ego. Est-ce que vous aviez déjà conscience et on a fait beaucoup d'émissions là-dessus aussi, de la difficulté et de la différence qu'il peut y avoir entre un enfant né par césarienne et un enfant né de manière naturelle ? Non, alors j'avais pas du tout conscience de ça, pas du tout. Ça va être le sujet de ça deviendra le sujet de mon 2e livre. Alors, le cadeau, c'est que j'ai plusieurs expériences de vie. J'ai une grossesse gémellaire avec un accouchement par voie basse et j'ai avec des garçons. J'ai une grossesse pour une fille avec une césarienne d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comment vous l'analysez ? Là, d'abord, je remercie pour la richesse des expériences qui font que je peux être peut-être plus en compassion avec quand j'accompagne une femme qui a dû faire naître son enfant par césarienne. Et alors, pour ma fille, quelque part, après, tout est déprogrammable. Quelque part, la césarienne, c'est sûr que c'est pas génial, une césarienne. Césarienne d'urgence, il y a la montée de stress. Mais à un moment, on ne joue pas avec la vie comme ça. Voilà. Et d'autant plus que j'avais quand même risqué de perdre une fois un enfant. Donc, c'est bon, quoi. Il y a un moment, on dit, OK, on y va. Et on accepte que c'est comme ça. Et
ça n'en fait pas de moi une moins bonne mère. C'est juste une autre Évidemment. Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. En revanche, on essaie peut-être de comprendre. Oui, alors on dit toujours que les cordes, parce qu'il y a une césarienne en raison d'un cordon. Alors on dit toujours que les cordons autour du cou, ça peut être des problématiques de communication, d'expression, quelque chose qui a été empêché d'être communiqué en transgénérationnel. Ça peut être aussi en transgénérationnel une pendaison, il peut y avoir une pendaison, des choses comme ça, ou même quelque part un cordon, une corde, on s'est mis la corde au cou dans un mariage malheureux, ça peut être tout ça. Et tout ça, on peut aller le rechercher en kinésiologie, Bien on sûr. peut aller le rechercher Bien en sûr. constellation. Complètement. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait, mais je n'ai pas accordé trop d'importance. Moi, je vois bien que l'expression, autant comme l'expression écrite a été quelque part un peu ma zone de confort, autant comme l'expression orale ne l'est pas encore tout à fait beaucoup. Donc, vous êtes parfaite, là. Il n'y a aucun souci. Merci, Aucun c'est le problème. défi du jour. Aucun problème. Aucun problème. Mais en tout cas, l'expression, c'est pas chez vous qu'elle doit s'analyser. Non, c'est sur votre fille. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un acte symbolique. Un jour, quand elle était suffisamment grande, j'ai mis un ruban attaché à mon pull et elle, la même chose, comme symboliser le cordon. Puis je lui ai fait mettre le cordon autour du cou. Puis je lui ai dit, regarde. Et moi, je me suis mis comme si j'allais accoucher à quatre pattes. Et puis elle devait passer. Je me dis, comment tu aurais pu faire autrement? Eh bien, j'aurais pu faire comme ça et passer. Et quelque part, ça suffit pour déprogrammer. Maintenant, elle est très à l'aise dans la communication. Wow. Elle est... Donc vous avez fait un acte de psychomagie? On peut appeler ça comme ça, oui. Bien sûr, oui. Quand il y a une naissance par césarienne, je fais souvent des actes symboliques où je fais mettre la maman à genoux, les cuisses serrées comme ça, l'enfant derrière en boule. Puis après, je dis à l'enfant, il faut que tu avances. Et puis la maman, elle va progressivement ouvrir les jambes et laisser passer l'enfant et l'accueillir. Parce que dans la césarienne, c'est ça qui manque à la mère. Souvent, c'est l'accueil. Et donc, on refait ce passage pour que le cerveau il reste sur une dernière impression qui est différente de celle de la césarienne où, effectivement, une césarienne, surtout quand elle est programmée, ça laisse à l'enfant le programme, mais je n'ai pas eu le choix, puis on va toujours décider pour moi, puis je suis impuissant à aller jusqu'au bout. Quels sont pour vous, et avec l'expérience et le recul que vous avez, j'allais dire les traits spécifiques d'un enfant né par césarienne? Et quels sont comment dirais-je, j'ai du mal à trouver les mots pour le coup, c'est moi qui n'avais pas de cordon autour du cou à ma naissance, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des signes spécifiques qui permettent de reconnaître ça? Ou de dire, tiens, si on naît par césarienne, c'est que sans doute il y a dû y avoir un comportement ou quelque chose? Surtout quand il y a une césarienne qui est programmée, c'est-à-dire que ça va complètement empêcher l'enfant de montrer de quoi il est capable. S'il y a une césarienne d'urgence, il y a un moment où la mère et l'enfant ils font des efforts. Hein. Il y a toute cette notion du travail de naissance qui est super importante. Alors oui, quand des enfants qui sont nés par césarienne, notamment quand c'est programmé, il y a la notion de l'engagement. Ça ne sert à rien de m'engager parce que de toute façon, je n'arriverai pas au bout. On va de toute façon venir me sauver. Donc ça va être des enfants en situation de travail scolaire qui vont dire « Ah, maman, je ne comprends rien du tout, viens m'aider, quoi. » Ça va être ça. Et quand on a des études sur ça? Mon livre, il raconte ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres études scientifiques qui permettent de dire, sur un grand nombre, sur un très grand nombre. Scientifique, je ne sais pas si on peut appeler scientifique, mais Lise Bartoli, par exemple, dans « Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es », elle raconte ses comportements. Alors moi, je l'ai mis vraiment à cette histoire de travail de naissance et travail scolaire et relation au travail. Mais c'est vrai que quand on analyse un petit peu notre manière, moi, il y a quelques années, je me suis dit, mais pourquoi je m'engage comme ça? Je suis volontaire, vraiment, j'y allais avec la tête. Pendant bien quelques années, j'étais une bosseuse, mais une fonceuse, mais vraiment une fonceuse, mais un peu avec la tête. Et puis, il y a quelques années, je me suis rendu compte que je m'étais adoucie. Alors là, j'aide un peu aussi, peut-être la fatigue, j'en sais rien. Et je me suis dit, mais moi, je pense que quand je suis née, j'ai dû faire plus d'efforts que ma maman. Je suis arrivée un peu comme ça, par la force. Et le fait de conscientiser ça, je me dis, je ne suis pas obligée de le répéter.
je peux trouver une façon plus douce d'arriver en fait. Mais ce qui est fou, c'est que ça veut dire qu'à l'âge adulte, les comportements que nous avons, la manière de vivre et les relations sociales qu'on peut avoir, on peut déterminer ce qui s'est passé dans notre naissance avec ce comportement-là, l'analyse du comportement actuel. Oui, et la conscience du comportement peut nous faire changer. Nous faire changer. Nous faire changer nos histoires. Et pour prendre conscience de cela, vous utilisez la kinésio et les constelles ? Oui, je peux utiliser les deux, mais déjà, dans mes exigences de cabinet, enfin dans l'anamnèse, je demande toujours comment s'est passée la grossesse, comment s'est passée la naissance, et je demande beaucoup de détails. Et c'est comme ça que j'ai pu faire le lien entre, quand une mère venait, elle disait « Ah, mais mon garçon, il met toujours tellement de temps à démarrer ses devoirs. » Puis elle m'avait dit « Ah, mais moi, ça a mis une éternité, je dilatais pas. » Clac, 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 et j'ai écouté, et j'ai récolté ça. Donc il y a un lien, il y a un vrai lien. Les heures avant la naissance, ça s'appelle le travail de naissance. Il n'y a pas d'autre terme, c'est le travail. Donc on peut faire un faux travail de naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilatation, il y a des contractions qui ne sont pas efficaces. Et quand on n'est pas en conscience, ça risque de faire un faux travail scolaire, c'est-à-dire des mauvaises stratégies. On fait quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. Donc on peut équilibrer ça. On peut le retrouver en kinésio, on va les retravailler à la naissance, on peut le travailler en constellation. Plein de façons de se libérer de ça, en fait. C'est fou parce que j'étais en train de me projeter en disant il faudrait que je demande à ma mère quand même comment s'est passé l'accouchement. Ah ben oui. Ah oui, ça c'est une question fondamentale. Et quand certains consultants disaient mais moi je sais rien, mais quelque part un peu d'introspection peut quand même comprendre ce qui se passe. Ouais. Comment est-ce qu'on peut aller chercher cette information si on n'a plus évidemment la chance d'avoir quand on va alors si on met en constellation quelque part l'intention de j'ai envie d'explorer ma naissance, je pense que si on fait ça en groupe, on va voir comment c'est. On va voir si, je sais pas, on avance, enfin la posture. Et en kinésio, on fait une récession d'âge à la naissance et le corps il nous raconte l'histoire. Hein. Il nous raconte l'histoire, il n'y a pas de souci avec ça. Vous êtes allé chercher pour vous ? Non, mais même, je n'ai pas souvenir. Peut-être, oui, mais j'ai compris comme j'ai compris. C'est ça. Ouais. Non, je ne crois pas que spécifiquement je suis allée travailler. Peut-être que c'est arrivé... en tout cas, je ne crois pas que j'ai posé la demande. Je veux travailler sur ma naissance. Peut-être qu'en séance de kinésio, j'ai dû aller... C'est ce moment-là qui revenait, qui s'est mis en scène comme Souvent, ça. je me dis avant de rentrer dans l'âge adulte, quand on a 19, 20 ans, 22 ans, on devrait commencer par ça. Chercher l'information, ou en tout cas peut-être aller peaufiner les choses pour ne pas avoir ces boulets aux pieds dans la construction de vie d'adulte. Bien sûr. Alors ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, les parents amènent leurs enfants très très tôt. Et tous ces enfants-là qui font de la kinésio à 3, 4, 5 ans, ou même tout petits, au travers de la maman, au travers des parents, voilà, je me réjouis de voir les adultes qui seront demain, parce qu'il y aura beaucoup plus de conscience. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de tirer les boulets pendant longtemps. Non, on peut faire ce travail. Et le travail transgénérationnel, il apporte un éclairage tellement fabuleux. Et puis en même temps, on se dit, c'est pas tout quelque part de ma responsabilité. J'hérite des choses, j'hérite des drames, des programmes, mais surtout, j'hérite de la force de mes ancêtres, de la puissance, de cette vie qui s'est transmise jusqu'à moi. Et c'est ça, finalement, c'est ça le cadeau. C'est d'aller aussi regarder ce qui a été douloureux, mais de remettre toujours dans le contexte, parce que c'est ça qui est important. Votre fille, son prénom, c'est ? Cécile. Cécile. Donc, Gilles et Florian, ils ont fait ce travail-là ? Ils ont fait un peu, oui, mais Cécile aussi, oui. Cécile aussi, oui. Oui, vous avez fait effectivement l'acte symbolique. Alors, aujourd'hui, qui sont les gens qui font appel à vous ? Alors moi, étant donné que j'étais enseignante, je reçois quand même beaucoup d'enfants pour des difficultés scolaires, parce que c'est un peu ma spécificité, puis c'est quelque chose vraiment d'accompagner les enfants en difficultés scolaires, ça m'anime profondément, parce que je trouve qu'un enfant, d'abord ce que j'aime chez l'enfant, c'est cette pureté, cet émerveillement, cette innocence, vraiment cette connexion au monde d'en haut, et quand ils arrivent à l'école, ça casse un peu quand même, ça casse un peu le rêve. Et en fait... tous les enfants sont intelligents, mais beaucoup d'enfants sont encore sur leur cerveau droit, donc le cerveau créatif, intuitif. Et l'école, elle veut tellement rapidement du cerveau gauche. Et avant qu'ils perdent pied en se disant « je suis nul, j'y arrive pas », c'est juste leur faire comprendre « tu n'arrives pas à ce que l'école, elle te demande ». Mais avec des outils comme le Brain Gym et la kinésiologie, tu vas pouvoir découvrir ton cerveau gauche et tu auras des outils pour
que l'école devienne confortable. Alors, réexpliquons ce qu'est le brain gym. On a déjà fait une émission là-dessus. Le brain gym, c'est vraiment une série de mouvements qui a été inventée dans les années 1980 par Paul Denison. Lui, c'est basé sur les 3 étages du cerveau, si vous voulez. Enfin, le cerveau reptilien avec des exercices d'allongement, tout le stress postural. Le système limbique avec des exercices énergétiques. On va souvent mettre la main sur le nombril, donc c'est un peu retour en vie intra-utérine quand même. Et puis le cerveau, des exercices de latéralité, cerveau droit avec la créativité, cerveau gauche avec la logique. Et ces 2 hémisphères, ils doivent on est efficace quand on est à la fois dans la logique et dans la créativité, connecté, dans la vue d'ensemble et tout ça. Donc ce brain gym, ça va être une série de mouvements qui vont permettre d'utiliser tout notre potentiel. Voilà. Et c'est génial pour les enfants parce qu'on est en mouvement, c'est des exercices plutôt ludiques, récréatifs comme ça. Mais quand on comprend bien le brain gym, il y a quelque chose de très aligné. En tout cas, moi, j'en ai fait quelque chose de très aligné parce que j'ai vraiment, je vais dire modestement, j'ai dépassé l'histoire que c'est pas de la gymnastique seulement du cerveau. C'est vraiment, il y a une posture à avoir, il y a une respiration à avoir, il y a une concentration à avoir au travers de notre regard. Il y a plein de choses à avoir dans le corps. Il y a un côté ludique avec le mouvement. Complètement. Mais on ne fait pas l'exercice n'importe comment juste pour rigoler. C'est au-delà de ça. Et puis il y a un objectif. Oui, évidemment. un objectif. Oui. Donc ce sont des petits qui viennent vous voir ? Tout, mais c'est vrai, tous les âges. Mais je dirais à 7-8 ans, c'est vraiment un âge crucial parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place et ça peut démarrer fort pour un enfant et c'est important de leur apporter du confort. Les adultes vous consultent pourquoi en général ? La plupart du temps ? Les adultes, étant donné que quand je vois un enfant, il y a toujours la maman comprend assez rapidement qu'elle a aussi sa partie à faire parce que l'enfant ne fait qu'exprimer en fait la partie non résolue. Donc elle vient pour souvent un nettoyage transgénérationnel. Et puis j'ai une sorte de protocole. On va travailler sur l'identité, sur des sabotages de méridiens, une sorte de cadre que je mets. Mais ça peut être sur, je sais pas, ça peut être des symptômes, ça peut être un burn-out, ça peut être un désir de changement de job. Les histoires émotionnelles, relationnelles, tout est possible en kinésio. Ce qui est assez étonnant parfois, et j'entends beaucoup de thérapeutes me dire ça, c'est que quand il y a des mamans qui viennent notamment avec leurs enfants, mais que le travail se fait sur la maman en l'occurrence, le fait que l'enfant soit à proximité de ce travail-là, le fait qu'il entende parfois certaines choses, suffit. Oui. Et pour lui, et pour la maman. Oui, c'est pour ça que la maman, elle est toujours là. Et en fait... je ne sais pas, quand il y a une fausse couche ou même un avortement, je dis à la maman, vous en avez parlé ? Je dis, si elle dit non, je dis, on va en parler maintenant. Parce qu'une fausse couche avant un enfant, ça met l'enfant dans une place de fratrie différente. Et donc, c'est important parce que cet enfant, il s'est quand même installé dans cet utérus qui va vivre cette fausse couche. Donc, c'est la transparence pour moi, la transparence des parents. Et si on ne peut pas le dire, parce que, par exemple, je ne sais pas... même si c'est le grand-père qui s'est suicidé, on se dit « Ah, je ne peux pas dire » ou « Je ne peux pas raconter ça ». Mais vous allez le raconter, mais en murmurant à votre enfant quand il dort. Comme ça, le jour où vous aurez le courage, parce que, bien sûr, quand on leur raconte un suicide, on peut se dire l'enfant ne sera jamais prêt à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans. Je dis « Il ne sera jamais prêt ». Simplement, c'est quand vous serez prête que vous pourrez le dire. Donc, vous préparez, et puis le jour où vous le verbalisez à haute voix, si vous l'avez déjà dit, les cellules de l'enfant l'ont entendu, puis dire « Ok, c'est comme si je le savais toujours, quoi ». De toute façon, cet enfant, il vient s'incarner dans cette histoire-là. Il le sait déjà. Ouais. Et alors, c'est là où parfois on fait des raccourcis, où on a des expressions un petit peu populaires qui disent on peut tout dire à un enfant. Vous pensez qu'on peut tout dire à un enfant ? On peut tout dire, mais pas de n'importe comment. Voilà, c'est surtout la manière, la tonalité, les mots employés. C'est ça, c'est le... Et parfois, s'il y a un blocage du parent à le dire, le fait de le dire pendant le sommeil de l'enfant suffit. Alors, je ne sais pas si ça va suffire, mais je veux dire, si par exemple, si une mère dit « je ne peux pas raconter ça à mon enfant », je vais l'inviter à venir consulter. Je dis « on va aller travailler déjà sur le sujet pour que vous entendez raconter votre propre histoire, puis ensuite que vous puissiez le dire à votre enfant ». Si ce n'est pas résolu chez la maman, si la maman, elle a intégré. Par exemple, moi, le suicide de ma maman, au bout d'un certain temps, je l'ai intégré. Comment vous l'avez expliqué à vos enfants ? Tout simplement, votre grand-mère, mes garçons ont connu leur grand-mère jusqu'à 2 ans et ma fille ne l'a jamais connue. J'ai expliqué, voilà, votre grand-mère était bipolaire, était un moment où on expliquait qu'il n'y avait pas de médecine du sens, on ne cherchait pas ça, donc c'est ça qui était surtout douloureux.
Et je dis, voilà, elle a choisi de quitter la vie. Ils ont intégré ça sans... Ça ne leur pose pas un problème parce que... Ils avaient quel âge? Les garçons, quand ma mère s'est suicidée, ils avaient presque 2 ans. Ma fille n'était pas née. Donc, à quel moment je l'ai dit, je ne sais plus à quel moment je l'ai dit, mais ils étaient tout petits. Et aujourd'hui, vous suggérez une période, un âge pour dire ce genre de choses? En tout cas, quand les parents viennent en consultation, puis que c'est un sujet, on va le dire à ce moment-là. Si l'enfant a 10 ans, on le dira à 10 ans si ça n'a pas été dit avant. Je félicite toujours les parents qui ont osé déjà dire, anticiper ça, parce qu'ils sont déjà dans cette conscience que c'est l'histoire du parent, c'est pas l'histoire de l'enfant quelque part. Mais donc il faut dire. Il faut dire avec le cœur et juste envelopper l'enfant et s'envelopper aussi, l'adulte doit envelopper son enfant intérieur quelque part, dire voilà. Mais si beaucoup de parents, je pense, prennent conscience de ça, beaucoup aussi s'interrogent sur les mots à utiliser et la manière de dire les choses. On peut le faire en séance de thérapie et puis on peut le prolonger. De toute façon, l'histoire, elle peut se raconter de plein de façons différentes et plein de fois. Vous voyez, l'histoire des jumeaux de mon arrière-grand-mère, je pense que la toute première fois que j'en ai entendu parler, peut-être, je pense que j'avais 25 ans. Mais on m'a dit, t'as une arrière-grand-mère qui venait de Saint-Pétersbourg. En fait, c'est pas elle exactement, c'était la grand-mère de cette femme. Elle a peut-être eu des jumeaux. Mais voilà, à 38 ans, 40 ans, je reprends l'histoire. Voilà, et en écrivant les 2 derniers livres, j'ai encore replongé dans l'histoire. Donc, c'est vraiment couche par couche. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous personnellement, en dehors? La femme, pas la thérapeute. Cette histoire-là? Ouais. Le fait de le savoir, d'abord. Est-ce que vous sentez une libération à ce moment-là ou quelque chose qui vient vous conforter? Au tout début, quand je l'ai su, ouais. Non, ça me paraissait loin de moi. C'était comme une anecdote qu'on me racontait. C'était même pas... On m'a dit, oui, il se peut que... Okay. La deuxième fois, elle a eu des jumeaux. Je dis, ah, quand même. Et ensuite, tout d'un coup, c'est vraiment entré en résonance. Quand même, ces jumeaux meurent l'un après l'autre. Surtout que dans la date de décès de ces jumeaux, il y a la première fille de ma sœur aînée, elle vient sur cette date-là, donc je dis quand même. Et c'est là que... Et moi, les dates et moi, c'est vraiment du papier. Important. C'est du papier à musique, quoi. Tout est inscrit. D'ailleurs, cette date d'enregistrement, le 5 juin, j'ai réalisé après, c'est la date de naissance de cette fameuse arrière-grand-mère qui perd ses jumeaux. Je trouve assez incroyable. À l'heure où on enregistre, là? À l'heure où on enregistre. J'avais pas capté tout de suite, mais c'est quelques jours après, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est assez fort quand même. C'est trop génial. Incroyable. J'adore. C'est incroyable. Oui. Ouais. Alors c'est vrai que vous écrivez et vous dites, vous avez une très belle phrase d'ailleurs sur l'écriture qui a évidemment un rapport et une vraie sensibilité au travers de la musique. Et vous parlez de la dimension musicale de l'écriture. Et vous dites que c'est une recherche et une forme de mélodie dans les phrases avec un rythme propre à chaque phrase. L'écriture, pour moi, c'est l'inspiration, c'est le souffle. Et dans la musique, il y a toujours ça. Il y a le souffle, il y a la respiration qu'on y met. Et c'est vrai que quand j'écris, alors j'ai la chance d'écrire assez rapidement. Vous canalisez? Je ne sais pas si je canalise. En tout cas, je pense que je suis aidée. Je sens que je suis aidée. C'est fou, ça. Ces thérapeutes qui ont du mal à dire les choses, alors qu'en fait... on me souffle. D'accord, ok, on va dire ça. On me souffle dans l'oreille. Et oui, quand j'écris, et surtout quand je relis, parce que dans ma démarche, j'ai choisi d'écrire ces livres, mais qu'aucun éditeur n'allait me dire ça, on ne dit pas, ça c'est pas possible, etc. Donc mon contenu, il n'a pas été transformé par l'IA, il a été juste de ma propre plume. Et quand je veux vraiment sentir si c'est la bonne phrase et si ça vibre, je relis beaucoup à haute voix. Et là, je me rends compte, et on me le dit souvent, qu'il y a quelque chose de... Oui, il y a un rythme dans mes phrases. Je pense que c'est ça, c'est ce côté... musical que j'aime. Et que vous aimez. Que j'aime, oui. Que j'aime. Alors, on les a affichés, évidemment. Il y a le premier qu'on a mis, la gémellité perdue et gémellité symbolique. Oui. Comment définir les deux? Alors, les deux livres, alors, ils viennent dans Génial, j'y arrive enfin en 2016, Des étoiles vers la Terre, c'est le deuxième en 2022, et Gémellité incarnée et Gémellité perdue et symbolique. Ils viennent ensemble en 2024 et c'était évident que
j'avais tellement à dire, en fait, que tout d'un coup, je dis, je vais dédoubler ces livres. Et alors, si vous voulez qu'on commence par Gémellité perdue et Gémellité symbolique. Gémellité perdue, c'est vraiment toute cette exploration de quels sont les indices à un niveau corporel. Si on fait de l'eczéma, si on a de la trichotillomanie, c'est-à-dire qu'on s'arrache les cheveux, si on a des migraines, si on a des comportements, on va acheter en double, on va manger comme deux. Tous ces comportements, qu'ils soient psycho-émotionnels ou physiques, qui peuvent laisser soupçonner qu'il y a eu 2 embryons à un moment ou à un autre. Ça, c'est le syndrome du jumeau perdu. Exactement. Et que la mère, elle le sache ou pas, qu'il y ait des saignements ou pas, qu'on ait validé ou pas. Ça, c'est le jumeau perdu. Et dans la gémellité symbolique, c'est l'exploration, enfin, c'est toute l'analyse des arbres généalogiques que j'ai fait et que j'ai pu voir en prenant la grande image, comme ça, qu'il y avait certains prénoms qui revenaient de façon assez récurrente, notamment les Thomas, puisque c'est le patron des jumeaux. Quand il y a des Thomas, quand il y a des Mathieu, parce que les Mathieu, c'est le patron des généalogistes, donc ça monte du doigt. Va regarder ta généalogie, qu'est-ce qu'il y a à découvrir. Axel, par exemple, parce qu'il y a l'axe de symétrie, mais tous les prénoms mis, parce qu'il y a les moitiés, et les prénoms avec Line, Céline, par exemple, les deux femmes qui ont dédicacé mes 2 ouvrages s'appellent Céline. Une, elle a une gémellité symbolique, gémellité perdue, et l'autre, elle est jumelle elle-même. C'est toute cette exploration-là. Mais ça, c'est vraiment le gémellité perdue, gémellité symbolique. C'est les murmures de l'âme. C'est cette partie invisible, quelque part. On est vraiment dans le subtil, dans l'invisible. Et qu'il faut aller rechercher ou pas? Qu'il est bon d'aller rechercher ou pas? Oui. Je trouve que, personnellement, le fait d'aller explorer notre arbre généalogique et de libérer ce qui doit l'être, ça va nous apporter un souffle à nous. On n'a pas besoin de porter ce qui ne nous appartient pas. On est juste là pour reconnaître et s'incliner devant le destin de nos ancêtres et dire « Ah ouais, ça a dû être compliqué, je me mets à ta place en ce moment-là, mais voilà, c'est ton destin et mon destin, il est différent. » Et donc, voilà, murmure de l'âme, c'est ça. Et ce mot murmure, je l'aime bien, puisque voilà, il y a murmure aussi. Et gémellité incarnée, c'est les vrais, les faux jumeaux, les histoires là derrière. C'est pas seulement une histoire toujours merveilleuse, ça peut être pour l'un une difficulté à prendre sa place, la peur de faire de l'ombre à l'autre, le souci pour l'autre. C'est toutes ces choses-là. Et puis peut-être aussi, quand on a été un couple gémellaire, qu'on était 2 garçons, 2 filles ou garçon-fille, c'est comment on se donne le droit de quitter le couple gémellaire pour rentrer dans la vie amoureuse et créer un autre couple. Comment on fait vos enfants, vos fils? Ils font de leur mieux, on va dire. Ils font de leur mieux, bon d'accord. Okay. Ils font de leur mieux, oui. Okay. Oui. Okay. Mais ça les a perturbés dans leur relation? Alors je dirais Gilles, pas. Florian, je pense qu'il est en recherche. Il y a quelque chose à la gémellité chez Florian qui n'est pas totalement encore... qui est en émergence, qui est mise en lumière maintenant, mais... J'étais en train de me dire, je l'imagine, Florian, que je ne connais pas évidemment, mais je l'imagine en train de regarder l'émission et qui doit se dire « Mais maman, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sur nous ?» C'est ça. Si vous allez avoir droit à ce genre de réflexion, il y a de fortes chances. Bien sûr, c'est pas grave, mais ça vient avec tout l'amour que j'ai pour eux. Bien sûr. Donc c'est ça la gémellité incarnée. C'est qu'est-ce qui se passe pour ces 2 petits êtres qui ont tissé leur lien en vie intra-utérine, à l'abri du regard parental. Ça, je trouve merveilleux, quoi. Ils ont une vie avant nous, quoi. Et ça, personne ne pourra leur enlever. C'est presque 9 mois qu'ils vivent comme ça. Des étoiles vers la Terre? Des étoiles vers la Terre, c'est vraiment l'histoire... c'est l'exploration des décodages de notre conception. Est-ce qu'on vient au bon moment pour nos parents ou au contraire trop vite, trop tard? Est-ce qu'on était attendu en tant que garçon et tout ça? L'exploration du décodage de notre conception, puis ensuite la manière de venir au monde. Est-ce qu'on est né avec une césarienne, une provocation, tout ça, le décodage qu'on va en faire, et de ce lien entre le travail de naissance et le travail scolaire et le décodage. Par exemple, si je ne sais pas, si on a une difficulté d'apprentissage des langues étrangères, qu'est-ce que ça vient raconter? Qu'est-ce qui s'est passé pendant notre vie intra-utérine à ce moment-là? Est-ce que vous pensez qu'on peut tout expliquer de situations de mal-être, de situations problématiques dans la vie? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une explication à tout, quelque part? Oui et non, et je ne suis pas sûre que ce soit important de tout expliquer. Il y a des moments où on doit juste accepter qu'il y a une part de mystère qui nous dépasse ou qu'on n'a pas suffisamment de conscience, ou ce n'est pas le moment d'avoir cette information aussi. Si on a un inconfort, c'est important d'aller chercher, pour essayer de mettre des mots, de mettre du sens, de partir en quête de sens. Mais s'il n'y a pas d'inconfort, on laisse faire les choses. Et des fois,
on va mettre des années. Moi, quand je regarde mon arbre généalogique encore maintenant, je découvre encore des choses. Et c'est fabuleux parce que c'est de la profondeur. On est vraiment dans les couches, des liens qu'on peut faire. Est-ce que vous avez le sentiment d'être venu casser une chaîne de quelque chose ou une répétition de quelque chose, un schéma répétitif de quelque chose? Je viens en tout cas mettre en lumière cette histoire de gémellité et je pense que je viens reconnaître cette arrière-grand-mère. J'aime bien le mot reconnaître parce que c'est reconnaître, c'est naître encore une fois avec elle quelque part pour lui dire je comprends, toi t'es né à ce moment-là. Mais je vois que la gémellité, elle s'est inscrite encore. Si je vous donne l'exemple de ma sœur aînée, donc il y avait cette jumelle. Elle a sa première fille qui va naître sur la date de décès de la petite jumelle là, de 1905. Sa deuxième fille va naître sur une date double, presque sur une date double. Le 10 du 11, c'est presque sur une date double. C'est comme aujourd'hui, on est presque sur une date double. Donc là, c'est aussi un pointeur d'une gémellité. Et puis, son troisième fils est né sur la Saint-Thomas, un 3 juillet. Son premier fils est né un 10 du 10 2020. Ça fait quand même beaucoup d'indices. Et j'aime bien dire aussi, là, je reprends cette métaphore musicale parce que j'ai écrit un livre que j'ai scindé en deux pour qu'il soit à l'identique comme un couple de jumeaux. Mais en fait, c'est des thématiques, il y a 3 facettes à cette gémellité, c'est variation sur un thème donné en fait. Quand on a de la gémellité perdue, on peut être sûr qu'à un moment ou un autre, même si on ne le sait pas, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-grand-mères ont peut-être accouché de jumeaux ou ont perdu des jumeaux. La gémellité symbolique perdue et réelle, elles sont entrelacées. Moi, j'ai déjà vu en conférence, notamment sur ces thématiques-là, des thérapeutes qui mettaient vraiment l'accent sur le syndrome du jumeau perdu. Et j'ai eu le réflexe de penser que c'était un peu une boîte fourre-tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à expliquer un truc, on se dit « Ah bah tiens, le thérapeute va dire « Ah bah tiens, vous avez sans doute le syndrome du jumeau perdu, merci, au revoir, terminé. » Mais je retire ça, parce que je pense que c'est une vérité. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Pour le cerveau, il ne fait pas de différence entre ces virtuels, imaginaires, symboliques, etc. On doit aussi connaître qu'en fait, notre placenta, il a fonctionné comme un jumeau. Donc, on a tous une histoire à notre placenta. À un moment, on est sorti du ventre maternel, notre placenta était encore à l'intérieur. Donc, on peut entrer en résonance de manière symbolique avec ça. Après, moi, en kinésiologie, je vais quand même tester la place de fratrie. Et donc, si je teste la place de fratrie et la personne pense qu'elle est en numéro 2, elle vient en 2e position, puis que le test nous dit non, place numéro 3, et que je vois qu'à l'aide de l'arbre généalogique, je ne vais pas regarder ça isolément, mais je vois dans l'arbre généalogique qu'il y a des pointeurs de Thomas, de date double, du 6 du 6, enfin bref, de plein de choses comme ça. Je dis, il se peut que. Et je dis toujours, il se peut que. Comment ça résonne en vous? Et là, c'est souvent la personne qui va dire « Ah mais oui, moi, dans ce comportement, j'ai jamais pensé, mais je fais toujours ça, j'ai toujours ça, j'ai toujours ça. » Et puis, voilà. Après, on prend l'info, on libère, et j'ai envie de dire, on n'en fait pas toute une histoire. Mais ça veut dire que, conscient ou inconscient, le syndrome du jumeau perdu, il est extrêmement répandu. Oui, je pense. Mais oui, certainement. Certainement, oui. Je veux dire, on a l'impression que c'est presque une grossesse sur 2 ou 2 grossesses sur 3. Enfin, je veux dire, le fait de porter des jumeaux dans l'inconscient, c'est comme si la vie, elle nous dit j'en prévois 2 au cas où il y en a un qui décède. Voilà, c'est comme ça. L'inconscient dit ça. L'inconscient dit ça, oui. Génial, j'y arrive enfin. Ça, c'est la prof qui revient sur le devant de la scène. Génial, j'y arrive enfin. Ça, c'est le tout premier, effectivement, que toutes mes années d'enseignement et puis toute cette exploration que j'ai faite au travers du cabinet et des outils tellement pragmatiques, même pour des histoires scolaires. Je fais vraiment du pragmatique, du terre-à-terre, des outils, la prof donne des... Voilà. Et en même temps, je vais nettoyer l'arbre généalogique. Génial, j'y arrive enfin, oui, c'est mon tout premier, là, il y a 10 ans. Il a 10 ans. Il fait son chemin. Et vous prenez toujours autant de plaisir à écrire? Oui. À transmettre? À transmettre, à tout accompagner? Tout à fait. Ceux et celles, évidemment, qui prendront contact avec vous. Vous êtes allé à Saint-Pétersbourg? Oui, pour mes 50 ans. C'était mon voyage initiatique. Et à ce moment-là, je savais que j'avais une ancêtre qui était de là-bas. Et en revenant, j'ai plongé dans les archives cantonales et on m'a sorti l'histoire de cette cette génération en arrière qui est venue en 1838 dans le canton de Vaud avec un Vaudois. Elle a épousé un Vaudois, donc il s'était marié à Moscou, revenu de Saint-Pétersbourg en 1838
pour vivre ici. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui suisse. Oui, parce que tout le reste de la famille est complètement suisse. Mais voilà, il y a quand même cette petite touche. Et j'avais besoin d'aller d'aller toucher ça. Ouais. Et je le touche aussi parce que je chante dans un chœur de musique orthodoxe. Donc, voilà. Ok. Je boucle les boucles. Incroyable. Ouais. Il y a énormément de synchronicité. Je boucle les boucles. Je complète, je réunifie. Voilà, je réunifie. Ouais. Ouais. Mais ça doit foncièrement être apaisant. Ben ouais, parce que je trouve que... Je pense qu'il y a une notion, J'ai pris conscience encore en préparant cette émission que oui, il y a quelque chose qui se complète, qui est en train vraiment, avec l'âge aussi, qui se complète chez moi. Et c'est beau, quoi. Ouais. Et encore une fois, au-delà de l'information que vous allez en retenir, qui vous arrive comme ça, vous savez d'où vous venez. Vous connaissez votre histoire. Les bons et les mauvais côtés. Tout à fait. Et donc, du coup, je trouve que c'est extrêmement apaisant. Ça consolide aussi l'être que nous sommes à l'instant T de ce que nous vivons dans notre société. Et ça permet aussi d'avoir un autre regard sur la vie. Oui, et je trouve ça absolument génial. Oui. Vraiment. Parce que c'est ça, pour moi, la thérapie, c'est aller au cœur du vivant, c'est remettre la vie au centre. La kinésiologie, c'est remettre en mouvement les constellations, c'est redonner de la vie, c'est la même chose, c'est complémentaire. C'est vraiment honorer la vie, célébrer la vie. C'est ça qui m'anime. Au-delà du fait qu'on mange très très bien en Suisse, on n'est pas obligé de venir en Suisse pour vous consulter. On peut le faire à distance. Alors, on peut le faire... Oui, on peut le faire à distance pour des soins énergétiques, un travail sur l'arbre généalogique. Pas la kinésio. Ça va pas être de la kinésio pure et dure, mais de toute façon, je fais un mixte, j'entrelace les choses. Donc, je ne suis pas tout à fait... Et alors, cette ouverture-là dont vous parlez, cette canalisation-là dont vous n'aimez pas tellement mettre les mots, est-ce que vous la travaillez? Est-ce que vous essayez de l'amplifier un peu plus? Je pense que les constellations, que j'ai quand même mis 20 ans à me décider à faire des constellations, parce que j'ai découvert en 2002 un livre sur les constellations. J'ai laissé quand même poser pendant 21 ans à me décider, l'année de mes 60 ans, de dire « Ah ouais, il y a encore ça qu'il me faut pour redonner un souffle ». Les constellations, elles me permettent vraiment d'être beaucoup plus dans l'instant présent, dans le côté intuitif, canalisation, quelque part, quand on fait de la constellation de groupe. Et même d'être dans cette inspiration de quelle phrase de réparation je vais amener pour ce qui se passe là-devant. Donc voilà, c'est le chemin que je prends maintenant et qui complète la kinésio. Et donc, c'est parfait. Magnifique. Qu'est-ce que vous aimeriez, Mireille, qu'on retienne de vous? Eh ben, célébrer la vie, je trouve que c'est beau. Regarder nos ancêtres et les remercier pour la vie qui a été transmise jusqu'à nous et voir que... Quels que soient les bagages qu'ils nous laissent. Oui, parce qu'on a aussi chacun notre responsabilité de s'en occuper. On n'est pas obligé de les subir, ces bagages. Regardons-les avec conscience, avec amour, et on peut les laisser, les redonner au bord du chemin, et dire « moi, je continue mon chemin ». Bon, vous êtes une super mamie. Oui. Magnifique. Une super maman, une super mamie. Super. Une super épouse. Bref, tout va très bien. On va mettre le site, ça s'appelle kinescence.ch pour la Suisse, bien sûr, avec Mireille Durig. On a parlé kinésiologie, on a parlé transgénérationnel, on a parlé évidemment des constellations, on a parlé de ce parcours de vie incroyable. On salue Gilles, Florian et Céline. Cécile. Pardon. Cécile qui n'est pas maman encore. Non. Bon. Voilà. Vous attendez ça avec impatience ou pas? Les enfants de Cécile? Ouais. Oui, je pense que c'est particulier quand une fille a... Oui. Puis en plus, c'est la petite dernière. Oui. Elle s'entend bien avec ses frères? Oui. Ouais. Tout viendra en son heure. Oui, exactement. Vous prenez la vie avec beaucoup de philosophie. Merci. Et c'est très bien. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Merci. Prenez soin de la famille également. Merci. On vous met les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Mireille. Et vraiment, faites la démarche. Lisez. On vous met également tous les livres de Mireille à disposition avec les liens aussi autour de cette vidéo. Et on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.